Bonsoir. La loi de finances 2018 est passée au scanner dans cette édition de Stratégie. Nous allons revenir sur les nouveautés, les particularités fiscales, mais également les contraintes qui ont pesé sur l'élaboration du budget 2018 au Cameroun. Peut-il avoir un impact sur l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des populations? Réponse à toutes ces questions dans notre magazine Stratégie d'aujourd'hui. Pour en parler, un invité grand témoin, le docteur Ariel Nitedem. Mais avant, voici le sommaire avec Jean-Vincent Tchénéom. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Carrière vous présente la première édition des ateliers de carrière. Vous êtes à la recherche des modèles de réussite, vous désirez rencontrer des managers exceptionnels, vous souhaitez mieux construire votre carrière. Rendez-vous ce 21 avril de 8h30 au siège du GICAM à Douala. Les ateliers de carrière, une plateforme de rencontres inspirantes. Carrière, vous aider à mieux construire la vôtre. Les ateliers de carrière vous sont offerts par Johnny Walker, Keep Walking Cameroon. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'il n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master. Laura Dave. Et il vit l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Stratégie de ce mois est un numéro exceptionnel entièrement consacré au budget de l'État 2018. Au sommaire, nous verrons comment le FMI a dicté son ordonnance dans la rédaction de cette loi des finances. Nos reporters vous montreront à Bamenju comment le budget d'investissement public se transforme en réalisation concrète sur le terrain. CAC International dressera la liste des mesures fiscales nouvelles et une plongée chez Africure à Douala, une nouvelle usine de fabrication de médicaments, confirme un climat d'affaires qui s'améliore. Pour commenter pour vous cette riche actualité, le docteur Ariel Nitedem, spécialiste des finances publiques, est notre invité grand témoin. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Pour commenter cette actualité et analyser avec nous toute cette conjoncture économique au Cameroun, notre invité grand témoin, c'est le docteur Ariel Nitedem, enseignant d'université. Il est expert en finances publiques, ingénieur et stratégie financière. L'analyse des impacts des budgets est un domaine qu'il connaît. Docteur Ariel Nitedem, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour M. Bouga. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci bien. Docteur Ariel Nitedem, c'est en raison de toute cette expérience et expertise qui est la vôtre que nous vous avons convié pour cette édition spéciale de Stratégie sur le budget 2018 au Cameroun, je le rappelle. Et c'est donc un sujet qui vous intéresse, j'imagine. Absolument. Je suis spécial de la gestion budgétaire parce qu'en finance publique, il faut dire qu'il y a une spécialisation en gestion budgétaire. Et il faut dire que le budget 2018, dont vous venez de faire allusion, a été préparé dans un contexte marqué par la présence du FMI en Afrique centrale, et notamment dans 3 pays, des 6 pays de l'Afrique centrale et au Cameroun. Et le FMI, on sait pourquoi il est arrivé en Afrique centrale, c'est pour 2 ou 3 raisons. La première raison,
c'est que les réserves de change s'étaient amenuisées de façon drastique. On est passé à la couverture des importations de 6 mois à moins de 3 mois, parce que le temps critique, c'est 3 mois. Alors on était à 2 mois et demi de couverture des importations. Cela a attiré l'attention du FMI et on avait des déficits budgétaires, n'est-ce pas, qui devenaient alarmants. Pour le cas du Cameroun, on est passé d'un déficit de 2% du PIB en 2015 à 6% en 2016. Et il faut dire qu'il y a des pays d'Afrique centrale qui ne pouvaient plus couvrir les importations, dont les réserves d'échange étaient complètement épuisées. Des pays comme le Tchad, la Guinée équatoriale, et c'est le Cameroun justement qui couvrait ces pays-là. C'est pour ça qu'en décembre 2016, le président Biya, sous la houlette du FMI, a convoqué ces pays de l'Afrique centrale justement pour adresser ces problématiques-là. Et on a vu ça déboucher sur le retour au FMI. Aujourd'hui, nous avons 3 pays sur 6 qui sont au FMI. Docteur Ariel Nitedem, permettez-nous de rentrer dans l'actualité avant de dérouler ce contenu que vous avez déjà bien annoncé pour cette édition de Stratégie qui, j'annonce, se déroule, dont l'enregistrement de ce plateau se déroule au lendemain du conseil ministériel qui lui-même fait suite à un nouveau gouvernement mis en place au Cameroun. D'abord, je vous pose la question, est-ce que ce conseil ministériel vous a permis de voir la direction, le cap économique fixé par le Cameroun au regard de la loi des finances qui est désormais en exécution pour cette année? Oui, le chef d'État a été clair. Il a instruit ses ministres de mettre en avant la performance et de continuer à mettre en œuvre le programme du FMI. Il a été clair là-dessus. Et il a dit qu'ils seront évalués à l'aune, n'est-ce pas, de cette performance, de l'atteinte de la performance et de l'exécution, de la bonne exécution du programme du FMI et pour enfin satisfaire les besoins réels des populations. Il a insisté là-dessus. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que ce gouvernement a les moyens de réussir de sa politique, de cette vision tracée par le chef de l'État? On sait que le Cameroun est déjà engagé dans la recherche de la performance depuis 2007 avec le nouveau régime financier de l'État qui est entré en vigueur en 2013. Nous sommes là en train de boucler la deuxième triennale du budget programme. 2013-2015, c'était la première triennale. 2016-2018, c'est la deuxième qu'on boucle. 6 ans dans le budget programme. On n'a pas beaucoup avancé en matière de gestion axée sur le résultat au Cameroun. C'est pour ça qu'on voit un chef d'État qui insiste encore là-dessus, parce qu'il lui semble que ce n'est pas encore cela. Et c'est peut-être ça qui a motivé ce petit réaménagement de son gouvernement, où on a vu, il a semblé indiquer que les ministres dont il s'est séparé n'ont pas atteint les objectifs qu'il les avait assignés. Je dois dire quand même qu'au regard de ce Conseil des ministres, je suis resté sur ma faim, sur au moins un point. Allez-y. Je m'attendais à ce que le chef d'État remette au goût du jour les feuilles de route. Je m'attendais à cela. Pourquoi, docteur Ariel Nitedem? Oui, parce que j'ai vécu l'avènement des dernières feuilles de route. C'était au début de son septennat qui s'achève. Les années 2011. C'est ça. C'est ça. Il avait justement imposé aux ministres des feuilles de route. Et c'est à la faveur de la mise en œuvre de ces feuilles de route que j'ai été invité par un ministre, d'ailleurs 2 ministres d'ailleurs, dont j'ai assisté, dont j'ai accompagné dans le cadre de la mise en œuvre, la conception et la mise en œuvre de leur feuille de route, de la feuille de route de leur ministère. Et j'ai vu cet engouement. J'ai vu cette volonté de faire bouger les lignes. Il était indiqué à l'époque que ces ministres devaient être évalués sur les résultats, sur la bonne réalisation des feuilles de route. J'ai vu des lignes bouger jusqu'au jour où, quand on a évalué, on n'a pas tenu véritablement compte des résultats et du coup, il m'a semblé que cet engouement a commencé à tomber. Les lignes qui commençaient à bouger se sont estompées. Donc vous regrettez que le chef de l'État ne soit pas revenu sur les feuilles de route. Tout à fait. Et on pourrait, en vous écoutant également, se demander, est-ce qu'elles n'existent pas? Est-ce qu'il fallait encore les rappeler? Est-ce que ça ne fait pas déjà partie des outils de planification, de gestion dont l'administration devrait s'être appropriée 7 ans après? Oui, ces feuilles de route existent.
Elle continue à être utilisée. Le Premier ministre continue à évaluer les ministres le Premier ministre continue à évaluer. Mais vous base-là. savez, une action portée par le Premier ministre n'est pas la même quand c'est porté par le chef de l'État. D'accord. Et alors, je vous pose la question pour sortir de ce conseil de cabinet qui, je l'ai dit, fait suite lui-même à un réaménagement du gouvernement. La loi de finances 2018 au Cameroun est déjà en application pour l'exercice en cours. Et là également, on change de ministre à la tête du département en charge des finances. On pourrait également dire de l'économie et de l'aménagement du territoire. On a dit permutation, jeu de chaises musicales. La question est celle de savoir, est-ce que le paradigme managérial, est-ce que la dimension de leadership du ministre peut apporter une différence dans la mise en exécution du budget? Absolument, absolument. On a vu des cas où des ministres ont effectivement apporté leur empreinte dans le fonctionnement des ministères qui l'ont été confiés. Aussi, je veux parler en particulier de ces deux ministères, qui sont des ministères clés d'ailleurs. Au plan budgétaire, c'est des ministères coordonnateurs. C'est le ministère des Finances et le ministère de l'Économie qui coordonnent l'élaboration et l'exécution du budget au Cameroun. C'est ces deux ministères qui accompagnent les autres ministères sectoriels dans l'élaboration du budget au plan opérationnel, bien entendu sous l'autorité du Premier ministre. Alors, ils ont un rôle clé à jouer, ces deux ministères. Et vous ne voulez pas parler des ministres, mais peut-être allez-vous leur donner une petite astuce, un conseil pour réussir ce rôle de coordination? Oui, si j'avais un conseil à donner à ces ministres, c'est l'utilisation des ressources humaines. Parce que c'est ce qui pose véritablement problème au Cameroun. Le Cameroun a de très bonnes ressources humaines, je dois le dire, mais l'utilisation fait problème. Docteur Ariel Nitedem, nous sommes seulement là en l'entame de ce magazine de stratégie qui consacre l'essentiel de son contenu à la loi des finances 2018. Nous allons voir 4 reportages déroulés sur le terrain et ramenés ici sur le plateau par Jean-Vincent Ténéum qui a coordonné toute l'équipe de production à In and Out. Nous allons continuer l'analyse avec vous, Docteur Ariel Nitedem. Et moi, je vous invite à marquer maintenant le premier arrêt de cette édition de stratégie sur la loi des finances 2018. Une loi élaborée sous le diktat, vous l'avez dit pratiquement, de FMI qui était présent, en tout cas dont les orientations ont pesé sur l'élaboration de la loi des finances. On peut également citer la Banque mondiale et l'Union européenne qui ont apporté leurs orientations dans le cadre de cette élaboration du budget 2018. Quels sont les grands équilibres, mais surtout dans quelles conditions la loi de finances 2018 a été élaborée au Cameroun? Explication dans ce reportage que signe Jean-Vincent Ténéum avec Arnold Dahl et Brice Fotso. Le budget de l'État peut être défini comme l'ensemble des documents votés par le Parlement qui prévoient et autorisent les ressources et les charges de l'État pour chaque année. C'est donc un acte de prévision et d'autorisation annuelle de perception des impôts et de dépenses des deniers publics. Quand on voit se réaliser des grands projets comme le port de Kribi, le deuxième pont sur le Vouri ou le barrage de Lampangar, ce sont des investissements qui ont été programmés. Il faut veiller aussi que les services de proximité à la population, eau, électricité, santé, infrastructures routières continuent à bénéficier de l'attention particulière du gouvernement. D'où vient l'argent qui sert à l'État pour financer tous ces projets? Comment collecte-t-il ses recettes? Comment ventile-t-il ses dépenses? Autant de questions qui vont nous préoccuper tout au long de Stratégie de ce mois. L'accord pour 3 ans, conclu le 26 juin 2017 entre le Cameroun et le FMI pour accompagner le programme des réformes économiques et financières du pays, a fortement impacté le budget 2018 de l'État. L'objectif majeur est de réduire le déficit à moins de 3% du PIB d'ici 3 ans, selon le programme. Nous y sommes presque, compte tenu des engagements pris pour 2018, en relevant le niveau des recettes propres et en contenant les dépenses publiques. Mais nous voulons également, dans le cadre de cet exercice, mettre l'accent sur la qualité de la dépense. La qualité de la dépense en réduisant de manière aussi substantielle le train de vie de l'État, en poursuivant l'efficacité de la dépense et en poursuivant bien entendu le ciblage des ajustements afin que les dépenses sociales prioritaires puissent être toujours maintenues.
vous avez constaté que la masse salariale du Cameroun est restée intacte. Elle a même connu une progression. C'est le choix voulu par le président de la République au regard des sacrifices déjà suffisamment réalisés, supportés par nos populations, celles actives. Nous voulons poursuivre cette dynamique en allant chercher à travers l'élargissement de l'assiette beaucoup plus de ressources ailleurs et en réduisant les dépenses qui n'ont pas une valeur ajoutée immédiate. Le faisant, nous gardons à l'esprit la qualité de la dette publique qui est à 30% aujourd'hui. Outre cet accord avec le FMI, le budget est exécuté en tenant compte du niveau des cours mondiaux du pétrole, la deuxième année de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique, les perturbations d'activité enregistrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la poursuite de la lutte contre Boko Haram et l'insécurité dans la région de l'Est. Face à toutes ces contraintes, on est presque étonné de voir que ce budget maintient comme prioritaire le renforcement des performances de notre économie, l'amélioration des conditions de vie de nos populations et la lutte contre le chômage. En tant que citoyenne, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a une sorte de cohérence entre les besoins exprimés ou les préoccupations de l'heure et les activités retenues dans le budget. Et à ce sujet, je voudrais prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est que nous avons tous suivi l'actualité. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques soucis, quelques remous ici et là, notamment en ce qui concerne des élans de revendication, pas seulement à la zone anglophone, mais partout dans le pays. Et l'une des réponses qu'on peut voir dans ce budget, c'est certainement, on peut être d'accord ou pas, mais c'est probablement la mise en place de la commission du bilinguisme qui a bénéficié cette année, ça c'était très frappant, d'un budget de 3,4 milliards. Alors je ne voudrais pas comparer ce budget, le budget de cette commission qui est très récente, au budget d'autres structures, mais si une importance capitale est accordée à cette structure à travers cette allocation budgétaire, c'est dit qu'il y a une réponse qui est attendue de cette commission à travers justement les activités qui seront mises en œuvre. Moi, ça m'a frappé. Ça m'a véritablement frappé, d'autant plus c'est une commission récente qui a été mise en place en mi-année 2017, qui a bénéficié déjà d'un budget à ce moment-là, et puis maintenant pour 2018 de ce budget important. Alors ça, c'est une information qui ne peut pas laisser un observateur ou un citoyen lambda indifférent. Alors ça, c'est la première préoccupation. L'autre cohérence qu'on peut également retrouver dans le budget, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une suite dans la réalisation des grands travaux. Alors, il y a la poursuite de ces projets. Donc, au niveau de l'investissement, on se rend compte que nous sommes restés dans la même lancée. On peut ajouter la CAN comme grand projet également, qui vient s'ajouter à ce qui existait déjà. Bref, il n'y a pas eu un ralentissement de cette intention. Je pense que c'est aussi important. Toutes les préoccupations liées à l'approvisionnement en eau, électricité, les routes, etc., trouvent donc des réponses à travers ce budget. C'est une cohérence de mon point de vue qui est à saluer en tant que citoyen. Le budget insiste sur une utilisation rationnelle des ressources publiques, la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Lorsque vous lisez le budget, et notamment la circulaire du président de la République, on se rend compte qu'il y a un accent particulier qui a été mis sur les limites. Je voulais utiliser un mot un peu difficile, mais je voudrais, disons l'efficience des administrations. Donc on attend désormais des administrations qu'elles puissent exécuter le budget avec beaucoup de rigueur. Lorsqu'on lit le budget, on se rend compte qu'il y a un accent particulier qui est mis justement, entre guillemets, sur la surveillance de l'exécution du budget, c'est une très très bonne chose. On a été curieux de constater qu'il y a même un certain nombre de déclarations, notamment en ce qui concerne la circulaire, qui exigent finalement des entreprises publiques, des administrations qui se comportent comme des entreprises, donc qu'elles soient économes, qu'elles soient également pertinentes dans le choix de leur projet. Je pense que c'est des choses qui, en tant que gestionnaire, ne peuvent pas passer du tout inaperçues, même si on peut questionner la capacité des ressources humaines qui existent à pouvoir accompagner cette intention qui se lit clairement dans le budget. Vous avez le budget qui prévoit un certain nombre d'activités. Et si vous lisez bien le budget, vous allez vous rendre compte qu'au niveau budgétaire, on s'est entendu, on s'est accordé qu'il faut élargir l'assiette des recettes fiscales. Bien entendu, on va augmenter un peu la pression au niveau des entreprises et des individus, au niveau des impôts. Il y a la réduction également des charges, disons l'efficience, il y a un accent qui est mis sur l'efficience, mais on ne sent pas véritablement
un intérêt particulier autour des ressources humaines qui doivent être considérées comme des soldats du budget. Moi, je pense que de ce point de vue, il y a quand même matière à réflexion. Et je ne serais pas étonnée, parce que rien n'a changé entre l'année dernière et cette année, je ne serais pas étonnée que d'ici à décembre, que les problèmes qui sont posés soient justement du fait de cette prise en compte, disons, lâche des ressources humaines qui devraient accompagner ces belles intentions. Je ne sais pas si on peut l'affirmer autant. Et comme je vous disais, il y a de très belles intentions. Moi, je pense qu'on peut questionner l'action par la suite. Parce que si vous avez suivi le lancement du budget dans les différentes régions, le discours était clair. Il fallait économiser là où on pouvait économiser. Effectivement, je vais m'aller plus loin. Il y a des dispositions qui ont été prises pour rationaliser les demandes exceptionnelles de rallonge budgétaire au niveau des entreprises publiques, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a souvent des demandes qui sont accordées aux entreprises publiques dont l'impact n'est peut-être pas celui souhaité. Donc, toutes ces dispositions sont prises en compte. Et moi, je dis toujours, le véritable problème, c'est peut-être le suivi. Moi, je n'ai pas eu de compte rendu pour l'exercice dernier, mais au moins, les décisions qui sont prises cette année, lorsque vous avez budget la circulaire du président de la République, c'est clair. L'un des endroits où on va faire le plus d'économies, c'est dans ce type de dépenses. Et ce d'autant plus que si on prend ces différents fonds, ces différentes commissions, c'est d'autant plus que l'impact recherché tarde justement à être visible. Là, c'est encore de très belles intentions, comme je dis. Et le document budget ne présente pas les stratégies de manière opérationnelle. C'est la raison pour laquelle on peut rester quelque peu dubitatif. Et c'est la raison pour laquelle les comptes rendus, même trimestriels, sont importants à faire également à l'adresse des populations pour qu'on s'assure effectivement que les déclarations qui sont faites dans le budget, qui sont de très bonnes déclarations lorsqu'on fait de l'analyse du budget, sont effectivement suivies des faits. C'est la raison pour laquelle vous avez suivi la circulaire du Premier ministre qui indiquait justement les dispositions à prendre dans les entreprises publiques pour les déplacements des DG et des PCA et toutes les mesures qui sont prises également pour la réduction du train de vie de l'État. Si ces mesures sont prises, il est fort possible qu'on puisse réaliser des économies. Mais encore là, lorsqu'on lit le budget et lorsqu'on lit la circulaire et même les présentations qui sont faites par le ministère des Finances, on ne nous indique pas le montant d'économie qui sera réalisé. Moi, je pense que, je n'ai pas envie de dire que des études ne sont pas réalisées de ce point de vue, mais il serait quand même bon qu'au niveau des explications, on ait des chiffres de manière claire, qu'on se dise, OK, l'économie réalisée dans telle ligne budgétaire, peut-être l'achat des véhicules, vous en avez entendu parler, l'économie réalisée peut-être de 6 milliards ou de 10 milliards va permettre justement de rendre compte des efforts qui sont faits pour rationaliser le budget de l'État. Pour Mme Ondoa Biwole, régler la dette de l'État vis-à-vis des PME est, comme prévu dans le budget, un impératif majeur. La société civile juge que les besoins urgents des populations seront relégués au second plan en 2018 au regard de nombreux engagements budgétaires que l'État est appelé à prendre. La réduction de la pauvreté passe aussi par une bonne exécution des infrastructures. Mais on a constaté que le gouvernement est suffisamment lent dans l'aboutissement de ces chantiers, des chantiers interminables. Donc là aussi, c'est une faiblesse énorme. Et puis, en matière sociale, dont les crédits alloués à l'éducation, à la santé, font aussi du surplace, alors que les besoins sociaux ne font que grandir. Là aussi, il y aura vraiment une pression des usagers sur les ressources qui ne sont pas allouées vraiment au niveau optimal. L'augmentation des salaires de la fonction publique, tant espérée, ne semble pas inscrite à l'ordre du jour. Le fait qu'il n'y ait pas une possibilité, en regardant les prévisions budgétaires, de prétendre à une revalorisation des salaires, ça veut dire que la pauvreté va continuer à s'amplifier au niveau des salariés. Et donc la corruption, parce que salarié mal payé, ça veut dire que celui qui vit sur la bête, donc il est obligé de rançonner les usagers pour, en tout cas pour boucler ses fins de mois. Le budget ne doit pas rester une affaire réservée aux fonctionnaires. L'accès à l'information sur le budget au cours de sa mise en œuvre et l'amélioration de la participation citoyenne dans le processus d'identification des projets sont réclamés de toutes parts. Tous les éléments qui ont contribué au montage des recettes ou à l'évaluation des dépenses, que tous ces éléments soient mis à la disposition de la société civile. Si cela n'est pas fait, donc, en tout cas c'est donc sur le plan de l'information qu'il y a un problème.
sur le plan de la communication. Ce n'est pas sur le plan de l'analyse. C'est pour cela que le problème, la question d'accès aux données reste vraiment cruciale pour nous, la société civile, parce que nous n'arrivons pas, nous ne sommes pas automatiquement informés de ce qu'on appelle la morasse budgétaire, c'est-à-dire tout ce qui accompagne le budget. Même les documents qui vont à l'Assemblée nationale ne sont pas adressés à la société civile. Donc il nous faut mendier un peu l'information pour pouvoir l'analyser et pouvoir être en mesure de prendre des positions. Les transformations ne s'apprécient pas sur eux. On en parlait du budget 2018, c'est de parler des actions de court terme qui sont prévues pour 2018. Mais il serait peut-être bon de voir pour les 3 ans à venir, parce que nous sommes quand même sous programme pendant 3 ans, d'envisager, d'anticiper sur les transformations réelles et surtout durables qui sont visées par le Cameroun. Je crois que ça permettrait de rassurer la population et peut-être communiquer davantage. Pas seulement en utilisant les éléments budgétaires, mais également utiliser un langage qui permette aux citoyens de s'assurer que lorsqu'on parle du budget 2018, c'est que l'exécution de ce budget aura une incidence dans son portefeuille, si ce n'est pas en 2018, au moins en 2019 ou en 2020, pour que finalement les élections qui sont même prévues cette année aient un sens. Docteur Ariel Nitedem, nous venons de voir ce premier reportage qui, de manière globale, montre qu'il y a eu des contraintes qui ont pesé sur le gouvernement dans le cadre de l'élaboration du budget 2018. Notre reportage cite notamment le Fonds monétaire international et on entend quelques experts qui s'expriment sur la question. Est-ce que pour vous, les hypothèses macroéconomiques qui ont guidé les options du budget 2018 vous semblent réalistes? Est-ce que c'était vraiment des contraintes qui ont pesé, qui existent et dont le gouvernement a dû prendre compte ou subir en un mot? Oui, vous renvoyez là à la question de la sincérité budgétaire. Parce que le budget est assis sur des hypothèses. En fait, il faut bien comprendre que le budget, c'est un acte de prévision. Le budget, c'est des prévisions de recettes. Des recettes, des prévisions de dépenses. Ces prévisions sont basées sur des hypothèses. La première, c'est la croissance économique. Le taux de croissance économique. L'hypothèse qui a été retenue me semble un peu optimiste. Bon, les autres, certains diront que le FMI est toujours, la Banque mondiale sont toujours beaucoup plus pessimistes et chez nous on est plus optimiste. Bon, ça se comprend. Il y a la deuxième hypothèse, c'est sur le prix du baril du pétrole. Vous savez, les autres budgets ont été impactés par la baisse drastique du coût du pétrole. On a tablé sur une hypothèse de plus de $50 le baril, ce qui me semble réaliste. Il faut tenir compte aussi du taux de change. Par contre, le taux du change du dollar, c'est une autre hypothèse, et puis le taux d'inflation. Voilà les 4 principales hypothèses sur lesquelles se fonde le budget d'un pays, et en général celui du Cameroun en particulier. Et il faut dire que cela avait en toile de fond les exigences du FMI, qui représente toute la communauté des bailleurs de fonds, qui était de réduire le déficit budgétaire, de passer de 6% qu'on avait en 2016 à 3,5% pour enfin stabiliser autour de moins de 3% en 2019. Voilà, et en 2020, ils attendent un taux beaucoup plus bas que celui-là. Donc il fallait cela, donc diminuer le déficit, ça suppose augmenter les recettes ou diminuer les dépenses, ou les deux. Alors, donc, le budget a été basé là-dessus. C'est une contrainte qu'il fallait respecter. Si vous avez bien suivi, le chef d'État a dit dans sa déclaration hier qu'il fallait dépenser de façon rationnelle. Il a insisté sur la lutte contre la corruption. Parce qu'en réalité, il faut réduire le train de vie de l'État si on veut réduire le déficit. Donc, c'est des contraintes qui ont pesé sur, c'est l'une des contraintes qui ont pesé sur la préparation de ce budget 2018. Et je dois dire, ce budget, sa sincérité peut être remise en cause. Mais en tout état de cause, ce n'est pas l'enveloppe budgétaire en elle-même qui pose problème, c'est la réalisation de ce budget. Et la réalisation en termes de collecte effective des recettes et en termes de dépenses vertueuses, bonnes dépenses. Dépenses rationnelles, comme le chef d'État l'a dit. J'allais vous dire de reprendre le mot du chef de l'État. Oui, dépenses rationnelles, de limiter les gaspillages et justement... De réduire le train de vie de l'État. Réduire le train de vie de l'État. Mais docteur, il y a également la fiscalité.
dans la loi de finances 2018, est-ce que les mesures fiscales mises en place, il y en a de nouvelles, est-ce qu'elles vont nous permettre également donc, de mobiliser davantage de recettes? Oui, il y a eu cette volonté, on l'a vu dans le budget de l'État cette année, d'élargir l'assiette fiscale, parce que c'est là le véritable problème. Je dois dire que la pression, le taux de pression fiscale est encore faible au Cameroun, il faut le dire. Il faut le dire. Et ce que j'aimerais voir de la part de l'administration fiscale, c'est d'élargir l'assiette fiscale, d'augmenter ce taux de pression fiscale. Ce n'est pas le taux de l'impôt qu'il faut augmenter, c'est le taux de pression fiscale qu'il faut augmenter. C'est l'élargissement de l'assiette. C'est à l'aune de cet élargissement qu'on devrait apprécier les performances de l'administration fiscale. Quand je l'entends souvent dire on a dépassé nos objectifs de 100-110%, moi ça me fait sourire. Parce qu'en réalité, le taux de pression fiscale est encore faible. Et si si le Cameroun atteint le potentiel de son taux de pression fiscale, on n'aurait pas besoin du recours à l'endettement pour financer le budget du Cameroun. Parce que parlant des recettes justement, les recettes du budget du Cameroun sont financées à 1/3 par l'endettement. On a 1700 milliards d'endettement prévu pour ce budget, dont 1200 de dettes non concessionnelles et 500 de dettes concessionnelles. C'est ce qui est prévu. Alors, si on augmente la pression fiscale de 16% qu'elle est aujourd'hui à 22%, qui est le potentiel du Cameroun, on aurait facilement 1500 milliards, ce qui couvrirait, n'est-ce pas, la part qu'on attend de l'endettement. Alors voilà pour la mobilisation des recettes dans le budget. Et peut-être pour mieux la comprendre, pour mieux l'analyser, du point de vue même de la sincérité du gouvernement, il faut regarder ce qui est prévu comme dépenses. Alors on a encore de grands chantiers. On a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. On a beaucoup de projets structurants qui ne sont pas totalement réalisés. Il y a de nombreuses choses qu'il faut faire, activités à mener pour améliorer les conditions de vie des populations. Je pense à la construction des hôpitaux, des routes et donc de toutes ces infrastructures que le gouvernement annonce pour 2018-2019 avec ce budget. Est-ce que ces dépenses sont possibles? Oui, je dois dire d'ailleurs que pour revenir un peu sur les problèmes de collecte des recettes, il y a beaucoup de problèmes liés à l'évasion fiscale, il y a des problèmes liés à la fraude fiscale. Et l'administration fiscale nous parle pas de la dépense fiscale au Cameroun. Donc pour les besoins de transparence, l'administration devait dire quelle est la dépense fiscale, qu'est-ce qu'elle a dépensé pour recouvrer. Ça c'est important et ça relève la transparence qui est un pilier de la bonne gouvernance. Cela dit, pour parler des projets que le Cameroun a lancés, je dois dire que tout à l'heure je parlais de l'environnement dans lequel le budget a été préparé, j'ai parlé du FMI, mais il fallait ajouter tout cet arsenal de choses, tout cet environnement lié déjà à la crise sécuritaire et à la crise pétrolière, à savoir que le Cameroun a une guerre à gérer avec Boko Haram au nord, il a à protéger la frontière à l'est avec la Centrafrique, il y a l'afflux des réfugiés et il y a la partie sud-ouest et nord-ouest avec cette crise sociale qui limite, n'est-ce pas, les recettes, qui limite la collecte des recettes. Il y a les APE que le Cameroun a signé avec l'Union européenne qui limitent les recettes douanières. Il y a tous ces chantiers qu'on a lancés et il y a la CAN sur laquelle le chef d'État s'est engagé. Et quand le chef d'État s'engage, ça devient une raison d'État, on doit l'organiser. Et c'est des ressources budgétaires, ça pèse sur les ressources budgétaires. Vous parlez d'investissement, Dr Ariel Nitedem, mais je vous invite à aller voir sur le terrain. Nous avons choisi une commune, celle de Bamenjou. Comment le budget d'investissement public est consommé là-bas dans le financement des projets sociaux. L'exemple nous est rapporté par Estelle Nyangono et Brice Fotso qui étaient sur le terrain et nous disent donc comment le budget est consommé dans des zones locales, sous consommation ou alors faible budget attribué. Reportage. Le moment est venu d'aller sur le terrain, examiner comment l'État dépense concrètement l'argent public au bénéfice des populations. Il faut le dire, la plus grande source de financement des projets communaux, c'est l'État. Parce que nous, communes, on n'a pas assez de ressources. Donc, il y a l'État, il y a les démembrements de l'État qui sont le PNDP, le FECOM, il y a les bailleurs de fonds, mais vous ne pouvez aller que vers les bailleurs de fonds que si vous êtes crédible aux yeux de l'État, il faut que l'État vous accompagne.
Quand vous arrivez devant certains bailleurs de fonds, ils demandent la caution de l'État. Donc vous comprenez que l'État reste la seule source, la source principale, n'est-ce pas, du développement de nos communes. Et puis la vitrine du développement, c'est où? C'est dans les communes. Ce n'est pas dans les projets structurants. Dans les projets structurants, c'est pour les bailleurs de fonds. Mais la population voudrait voir qu'est-ce que elle, population, au niveau d'une petite commune comme la nôtre, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors, si la population a un pont comme celui-ci, ça prouve que le gouvernement pense à elle. Si la population reçoit de l'argent pour construire un bloc de 2 salles de classe, elle sent que le gouvernement est là. Si la population reçoit de l'argent, si la commune reçoit de l'argent pour doter un village d'un centre de santé, elle sent que le gouvernement est là. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Notre rôle, c'est de prendre ces doléances des populations, qui sont des idées de projet à leur niveau, et les transformer en projets, les maturer, et maintenant aller faire du sitting, pourquoi pas, dans les ministères, chez les bailleurs de fonds, pour avoir quelque chose. Mais l'État et ses démembrements ne financent pas seuls les projets. Les populations sont invitées à mettre aussi la main à la poche. Et l'apport des populations se fait ressentir quand nous devons rechercher le financement, par exemple, auprès du PNDP. Si c'est des projets spéciaux, il faut que les populations eux-mêmes puissent, n'est-ce pas, cotiser 15% du coût du projet. C'est ça qu'on appelle apport personnel. C'est pour ça que vous verrez dans des projets PNDP, où fait quand même, on met cofinancement PNDP commune. La part de la commune vient des populations et des communes. L'accès à Bamendjou dans les hauts plateaux n'est pas très aisé. Vous avez constaté en arrivant ici que la première difficulté, c'était l'accès. L'accès, pourquoi? Parce que la seule voie bitumée que l'État a bien voulu nous donner en 2017, par une catastrophe naturelle, est actuellement coupée au niveau du PK0 pratiquement, qui se situe dans la commune de Bamongou. Et donc, pour accéder à Bamendjou, il faut faire des contournements. Pour faciliter l'intervention de l'État dans les communes, celles-ci sont dotées du PCD, le Programme communal de développement, principale boussole de l'exécutif municipal pour la conduite du développement dans leurs collectivités respectives. C'est un document mis au point avec le concours du Programme national du développement participatif PNDP qui ressort les atouts, les potentialités dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, mais aussi les besoins de tous les villages dans une commune. Dans ce plan communal de développement, nous étions fixés, n'est-ce pas, de réhabiliter les infrastructures de transport qui devraient permettre à nos vaillantes populations de produire et d'évacuer. Ce qui a été plus ou moins fait avec, je disais tantôt, le concours de 2 ministères clés, le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, que nous voudrions ici remercier. Sous la houlette de l'ingénieur René Kamdoum, ingénieur à la retraite, qui préside aux destinées de la commune depuis 2013, Bamendjou a innové en adoptant le budget programme qui a ramené dans la caisse de la commune une enveloppe de plus de 280 millions à dépenser à moyen terme. Actuellement, nous sommes en train
de vouloir implémenter le budget programme. Et alors le budget programme, jusqu'à présent, on ne l'a désentendu qu'au niveau des ministères. Alors nous avons initié le budget programme. Et dans ce budget programme, nous avions 4 programmes, parmi lesquels le programme clé était le programme des infrastructures. Donc, le programme lié aux infrastructures nous a permis donc de maturer un certain nombre de projets, parmi lesquels le désenclavement des bas-fonds agricoles. Le programme Infrastructure de Bamenjou vise à désenclaver les bassins agricoles et réhabiliter les routes principales de la commune. Nous sommes donc ici du côté de Bamessing. Donc il s'agit donc de relier ces 2 bas-fonds agricoles et de pouvoir permettre aux populations d'évacuer les produits au niveau de l'axe principal qui se trouve plus loin à environ 2 km d'ici. On va construire de ce côté une autre culée comme celle-là, à une hauteur de 5 mètres environ avec ses ailes. On va lancer 5 poutres. 5 poutres métalliques, IPE 500. On va couler un tablier et puis bon, faire les remblais d'accès et les gens vont traverser. En attendant que les marchés soient attribués pour exécuter les projets du budget 2018, le maire va conduire les reporters de stratégie sur 3 chantiers lancés l'an dernier. Une année difficile, autant à cause des retards des paiements des décomptes des prestataires que de la prolongation exceptionnelle de la saison pluvieuse. Pour préparer la journée de... Tout ça, c'est nos réalisations. Réalisé avec l'appui de l'État. Ouais. Ça, c'est les ressources transférées du ministère de l'Éducation de base. Tous ces bâtiments-là. En bas, là, c'est le bâtiment initié par les parents d'élèves. Et ce bâtiment, on avait contractualisé une entreprise. L'entreprise a démissionné, on a résilié. Et ce n'est que dernièrement que le MIMAP nous a donné une autorisation de poursuivre les travaux en régie. Bon, les gars ne sont pas là peut-être à cause de la pluie de ce matin. Sinon, c'est des blocs de terre comprimés. Bonne fête. La fête de quoi, monsieur? 8 mars, non? On s'approche, non? Offrez-nous alors les pagnes. Hein? Offrez-nous alors les pagnes. Offrez-nous alors les pagnes. On verra. Ok. Premier arrêt sur le chantier de construction de 2 blocs de salles de classe. Donc ici, c'est l'école publique de Sonda. C'est la terre. Hein, c'est la terre rouge tamisée, mélangée un peu avec le sable. Et on presse. On le conserve dans une bâche pendant 25 jours. On a la stabilité qu'il faut. Et on les met en œuvre comme vous voyez là. La visite se poursuit dans un centre de santé qui va bénéficier de nouveaux bâtiments. C'est un financement sur ressources transférées du ministère de la Santé de 50 millions, toute taxe. Il faut dire que la commune a participé à hauteur de, je crois, 5 millions pour payer les terrassements. Et pour réaliser, on a fait un mur de soutènement ici derrière. Un mur de soutènement que vous voyez là, parce qu'on était juste à la limite. Derrière ce mur de soutènement là, qu'on a fait pour protéger le bâtiment de ce côté. On fait tout ce mur. Donc tout ce mur, c'est sûr que sur fonds propres de la commune. Et nous terminons notre tournée autour d'un dallo qui se met en place. Quand on va finir là, il y a le tablier qu'on va couler. On va faire les remblais d'accès et on va fermer là-bas et recalibrer l'eau pour que l'eau passe désormais par
pas ici. Et donc on pourra rejoindre les deux villages par cet ouvrage. L'ingénieur Kamdoum tire la sonnette d'alarme au sujet des coûts standards fixés à Yaoundé sans tenir compte des réalités du terrain. On finance 2 salles de classe à l'ouest au même coût que 2 salles de classe à Mondemba ou à Manoka. On ne tient pas compte des intrants, des coûts liés à l'accès difficile, liés au manque de matériaux, liés même au site. Si vous arrivez ici avec un site accidenté, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend ce que l'État nous donne et on se débrouille à compléter pour avoir l'ouvrage. L'objectif étant de satisfaire les populations. La principale leçon à tirer de cette visite dans une commune est que la décentralisation doit s'approfondir et qu'il faut faire confiance aux responsables locaux. On a déjà fait, je crois, 2 décomptes ici, aucun décompte n'est payé jusqu'à ce jour. Les banques n'arrivent plus à financer. Attention. Et donc, on fait avec. Il est bien vrai que lors du paiement, on va tenir compte des pénalités de retard. À moins que ce soit justifié que le maître d'ouvrage que je suis, avec l'équipe du projet, trouve qu'il faut annuler les pénalités de retard. Mais sinon, la loi demande qu'on applique les pénalités de retard. Maintenant, s'ils trouvent que c'est l'État qui a fait qu'il n'avance pas, bon, ils n'ont qu'à saisir les tribunaux, c'est un peu une autre affaire. Parce qu'il y a les intérêts moratoires que les entreprises ne mouvementent pas. Voici la magie, voici la magie, la magie c'est le travail. À la date d'aujourd'hui, 53 compétences ont été transférées aux communes par une vingtaine de ministères. Mais l'argent n'accompagne pas toujours ces transferts. Les communes ne reçoivent en gros que 3% du budget de l'État. Leur souhait est que cette part soit portée rapidement à 10%. Docteur Ariel Nitedem, quand nous regardons ce reportage sur la consommation et l'exécution du budget dans une commune, on a pris en exemple celle de Bamenjou. Ce qu'on retient globalement, c'est que très peu de ce qui devrait arriver aux communes leur parvient. Là, on a pu voir ces 3% du budget qui arrive dans les communes. Qu'est-ce qui justifie cela, au moment même où on parle de développement local? Disons que la Constitution de 1996 qui fait du Cameroun un État unitaire décentralisé. Tout à fait. Et depuis lors, on a choisi de mettre en place la décentralisation, qui a abouti en 2010 avec le début du transfert des compétences aux mairies. Et cela a duré 5 ans, entre 2010 et 2015. Aujourd'hui, quand on voit comment ces compétences ont été transférées, comment elles sont exercées, on se rend compte que l'objectif qu'on s'est fixé, qui est celui justement du développement local, n'a pas été atteint. On peine à atteindre cet objectif. Et cela d'ailleurs, c'était basé sur un nouveau paradigme de développement qui veut que l'État central ne soit plus le seul acteur de développement parce que c'était plus possible. Des questions d'associer l'État central, les collectivités locales et le secteur privé comme acteurs de développement. Aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas comme on a souhaité? C'est bien parce qu'il y a des concepts qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas mis en œuvre. Par exemple, la participation. La participation n'est pas toujours au rendez-vous quant à la gestion, n'est-ce pas, du budget au niveau local. Les capacités des institutions locales, des communes, est très faible. Les capacités sont très faibles. Les communes ne sont pas véritablement, n'ont pas les capacités adéquates pour exercer les compétences à lui transférées par l'État central. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de ressources humaines qui se pose à ce niveau-là. Ces collectivités n'ont pas les moyens de recruter et de garder des ressources humaines de qualité. Ils n'ont par exemple pas d'ingénieurs, de génie civil, en réalité, ou pas beaucoup, pas suffisamment. Ils n'ont pas du personnel technique suffisant pour concevoir et mettre en œuvre des projets. Et c'est pour ça qu'on voit ça. Donc quand on combine le manque de participation des populations
la faiblesse des capacités des communes, ça donne le résultat qu'on a. Cela dit, Dr Ariel Ntodem, est-ce que la mise en place d'un ministère en charge du développement local peut aider à résoudre ces problèmes de faible attribution du budget ou de moindre participation des populations locales dans l'acquisition de l'enveloppe budgétaire? Oui, disons que ce ministère, on va l'attendre, comme on dit, on va attendre le maçon au pied du mur. Cela devrait contribuer à améliorer les choses, à faire bouger les lignes dans ce domaine. Les problèmes sont connus, il y a des défis à relever. Le monsieur, celui qu'on a nommé pour animer ce ministère, il est un habitué, n'est-ce pas, de la coordination gouvernementale parce qu'il travaille au premier ministère depuis un temps, conseiller technique là-bas depuis un certain nombre d'années. Il est question justement d'apporter des solutions aux problèmes qui sont identifiés, qui sont connus. Mais je dois dire qu'il faut aussi justement renforcer, comme j'ai les capacités communes, à commencer par le cadre juridique. Vous savez, le personnel communal n'a pas de statut au Cameroun. Il faut renforcer le cadre juridique, donner les moyens aux communes pour recruter et garder les personnels de qualité qui ont certaines compétences liées, n'est-ce pas, aux missions. Mais là, vous dites aussi, Dr Ariel Ntodem, qu'il faut que les compétences acceptent d'aller travailler au plan local. Oui, bien sûr. Ah oui, s'il y a des pourquoi pas? On a en même temps des jeunes... Parce que vous savez aussi que tout le monde est attiré encore par la ville, hein, chose qui freine d'un point de vue culturel notre développement. Au regard du taux de chômage au Cameroun, je ne pense pas qu'une commune qui a les moyens de payer un technicien ingénieur aurait des problèmes à trouver des ingénieurs. Donc il faut des ressources pour entretenir pour le ces faire. ressources humaines. Et il faut mettre en œuvre le régime financier des collectivités territoriales décentralisées qui justement insistent sur la participation. La participation est inscrite dans ce régime financier, contrairement au régime financier de l'État qui n'en parle pas. Et le taux du budget réservé à l'investissement est clairement indiqué dans ce régime financier de CTD, c'est le 40%. À l'État, c'est pas le régime financier de l'État ne le dit pas, mais le régime financier de CTD le dit clairement. Lorsque vous souscrivez à une assurance auto, vous avez le choix entre plusieurs formules correspondant à différents niveaux de protection. La formule tiers, par exemple, contient la responsabilité civile, la défense recours et l'assistance. D'autres formules vous permettent de bénéficier en plus de garanties contre le vol, les incendies, les bris de glace ou de l'avance sur recours en cas de sinistre. Enfin, pour une couverture optimale, préférez l'assurance tout risque qui comprend en plus des garanties précédentes l'option dommage tout accident. Cette assurance couvre tous les dégâts subis par votre véhicule sous certaines conditions. Comment envoyer de la marchandise dans nos pays d'origine à moindre coût, rapidement et par un transporteur de confiance? ETTI permet de répondre aux besoins de la diaspora africaine en Europe pour l'acheminement de colis, de véhicules et de containers vers l'Afrique, par voie maritime et aérienne. Nous sommes également une centrale d'achat pour les entreprises souhaitant collaborer avec des fournisseurs européens. Chez ETTI, nous nous engageons à acheminer vos biens en toute sécurité. ETTI, votre transporteur de confiance. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tanqueux.
Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Nous poursuivons ce magazine stratégie sur la loi de finances 2018, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous allons marquer le 3e arrêt de cette édition. On va parler des nouveautés sur le front de la fiscalité. Notre équipe de rédaction est allée à la rencontre de l'un de nos partenaires, CAC International, qui passe en revue les mesures nouvelles du budget en matière de fiscalité et va donc nous démontrer qu'est-ce qui est nouveau, quel est l'impact à attendre. Reportage signé Jean-Vincent Tchénéum et Arnaud Ndal de retour de Douala. Dans le budget de l'État, ce que les entreprises et la communauté des affaires scrutent à la loupe, ce sont les mesures nouvelles en matière d'impôts. Pour cette QV 2018, ces mesures portent sur le renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude. Nous allons les examiner avec le concours du cabinet d'audit CAC International, le partenaire privilégié de stratégie. Son président, Jérôme Minland, résume d'abord les objectifs retenus cette année par le ministère des Finances. Le premier objectif, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut que tout le monde ou le plus grand nombre de personnes puissent payer leurs impôts. Donc ça, c'est vraiment la première préoccupation. La seconde, c'est la facilitation de toutes les procédures d'ordre fiscal. Ça est, en règle générale, quand quelqu'un est en face de l'administration fiscale, il a toujours l'impression de rentrer dans un maquis dont il ne saura pas comment sortir. Alors, je pense là aussi que l'objectif, c'est de faciliter et la compréhension et l'utilisation de toutes les procédures fiscales qui doivent être transparentes et avec un sentiment pour l'assujetti de comprendre pourquoi on lui demande de payer ce qu'on lui demande de payer. Je pense que ça, c'est le second. Le troisième volet, c'est un volet d'ordre social, c'est-à-dire qu'on a envie d'élargir un petit peu la prise en compte au niveau des populations de l'impact que les impôts ont sur leur vie quotidienne. Ça ne peut pas sembler être a priori quelque chose au vécu de l'assujetti moyen qui soit la principale préoccupation de l'administration fiscale, mais je pense qu'au moins dans les énoncés, cette volonté d'avoir des mesures de promotion sociale existe. Alors que le ministère des Finances estime que le taux de pression fiscale est faible au Cameroun, les entreprises du secteur formel ressentent durement le poids de la fiscalité, puisque presque 58% de leurs bénéfices sont prélevés au titre de diverses taxes et impôts. Elles estiment que la loi des finances 2018 a encore consacré une augmentation contre-productive et inappropriée de la pression fiscale dans un contexte de ralentissement général de l'activité économique, ce qui peut compliquer le climat des affaires et pousser des investisseurs potentiels à aller voir ailleurs qu'au Cameroun. Si l'investisseur a toujours l'impression que c'est jamais trop clair, qu'il y a une tracasserie, il exprime ce mal-être-là, même si les principaux acteurs, c'est-à-dire l'administration fiscale, c'est-à-dire toutes les administrations d'ailleurs, parce que ce n'est pas juste un problème d'ordre fiscal à ce niveau-là, c'est vraiment toutes les administrations, même si il y a des décideurs qui sont très honnêtes et qui ont envie de bien faire. Voilà. Cette sensation au quotidien d'être toujours agressé, de ne jamais savoir quelle est la bonne mesure
et de ne pas avoir cette pérennité dans ces mesures-là. Aujourd'hui, on vous dit quelque chose, demain, vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment le contraire, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous avez appris la veille, vous donne un sentiment de malaise. Après ces considérations générales, passons en revue à présent quelques mesures nouvelles emblématiques. Ce sera avec Noé Momha, qui, en plus d'être directeur à CAC, est président de la commission des affaires juridiques au JICA. La loi des finances 2018 a réaménagé la procédure de remboursement des crédits de TVA en insérant de nouvelles mesures, telles que l'introduction des demandes de remboursement en ligne, l'instauration d'un contrôle a posteriori des crédits de TVA remboursés et surtout la catégorisation des entreprises éligibles au remboursement en entreprises à risque faible, moyen ou élevé, un classement préjudiciable. Ce qu'on remarque quand même, c'est que l'un des critères, n'est-ce pas, qui est dans la première catégorie, celle à risque faible, c'est que ce sont des entreprises qui relèvent de la division des grandes entreprises. Donc, de facto, on se rend compte que les PME sont un peu exclues, n'est-ce pas, de cette catégorie-là. C'est un peu dommageable pour elles parce qu'on ne peut pas considérer que toutes les PME ne soient pas à jour de leurs obligations ou ne les remplissent pas convenablement. En l'état actuel de la législation, les salariés qui perçoivent un revenu exceptionnel au cours d'une année fiscale, comme indemnité, gratification ou prime, peuvent bénéficier d'une modalité de calcul allégée de leur impôt sur le revenu des personnes physiques. La nouveauté cette année, c'est que cette demande préalable-là a été supprimée. Et donc, lorsqu'on a un revenu exceptionnel, il doit être calculé de facto selon, n'est-ce pas, ces dispositions favorables de l'article 65 bis du Code général des impôts. Le droit du droit de timbre aéroport sur les vols internationaux passe de 10 000 à 25 000 francs CFA. Pour les personnes qui ont acheté leur billet d'avion en 2017, ils ont la possibilité de voyager jusqu'au 31 mars, n'est-ce pas, sans pouvoir payer le complément. Par contre, si le billet d'avion est utilisé après le 31 mars, n'est-ce pas, les agences devront s'assurer que le complément de 15 000 francs a été apporté sur le billet qui a été acheté précisément. Le tarif du timbre communal passe de 600 à 500 francs CFA pour les papiers sous format A4. On remarque aujourd'hui le problème de monnaie, vous avez dû le subir lorsque vous êtes dans quelques commerces, y compris quand vous allez vers les perceptions au niveau des mairies. On a beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à avoir la petite monnaie. Peut-être que le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait plutôt ramener ce timbre-là à 500 à cause de cela. Le délai d'exigibilité de la taxe foncière passe du 15 mars au 30 juin de chaque année. Le gouvernement a relâché un tout petit peu et on a accordé un délai supplémentaire. Donc aujourd'hui, au lieu de payer cette taxe foncière-là plus tard, le 15 mars, on la paye au plus tard le 30 juin. Partant du constat que les produits camerounais exemptés du droit de sortie ou qui ne supportent celui-ci qu'à un très faible taux ne se vendent pas mieux que ceux des pays de niveau similaire tels que la Côte d'Ivoire, qui taxent davantage leurs exportations, et pour ne pas encourager les exportations de produits camerounais dans leur état brut, sans la moindre transformation, la décision a été prise
de rehausser le taux général du droit de sortie de 2 à 5% sur certains produits spécifiques tels que l'huile de palme, le piment, la noix de cola, le mil, sorgho, poivre et le légume appelé héros. On essaye dans une certaine mesure pour certains de ces produits-là qui sont devenus des produits un peu rares sur le marché. On l'a vu dans les journaux, n'est-ce pas, des articles qui ont été faits sur la sortie, n'est-ce pas, massive de certains de ces produits, créant une certaine pénurie quand même ici localement. Donc l'État, n'est-ce pas, mais une certaine décide de percevoir voilà, un certain impôt sur, n'est-ce pas, ces produits-là qui sont exportés aussi aujourd'hui de façon un peu massive. Le tarif préférentiel de la CEEAC, communauté qui comprend les États de la CEMAC et 4 autres pays d'Afrique centrale, dont la RDC et l'Angola, offre la possibilité d'exporter les produits camerounais sur l'ensemble du territoire de la sous-région en franchise de droits de douane et sans restriction quantitative. Les produits locaux camerounais ou ceux qui sont d'origine CEMAC et qui sont exportés donc dans cette zone large CEAC-là, n'est-ce pas, sont exportés en exonération, n'est-ce pas, des droits de douane tout simplement. C'est cela, c'est ce que cette mesure-là signifie. Mais cela signifie également, en contrario, que les produits venant, n'est-ce pas, de cette zone large-là vont également rentrer, n'est-ce pas, au Cameroun en exonération des droits, puisqu'il faut bien une réciprocité. Ce tour d'horizon des mesures fiscales nouvelles en 2018 montre que les entrepreneurs, comme le citoyen ordinaire, ont vraiment intérêt à connaître toutes ces dispositions qui impactent leur vie professionnelle. Nul n'est censé ignorer la loi, vous connaissez bien cet adage-là. Et si par mégarde, ils n'ont pas pris en compte dans la gestion de leurs finances quotidiennes ou de leur activité même, les dispositions nouvelles, ils vont se retrouver avec une taxation qui va jouer sur leur marge et donc sur les résultats que les actionnaires sont en droit d'attendre. Donc c'est une, je dirais, obligation d'être informé de cela. Face à un système fiscal toujours plus agressif, les entreprises disent qu'elles sont à bout et que cet acharnement focalisé sur la petite poignée de celles qui ont fait le choix du civisme les pousse à la faillite ou vers le maquis fiscal. Si on a des conditions, un climat des affaires qui est plutôt propice à la création de la richesse, je le dis toujours et je le répète, il vaut mieux être dans une logique de création individuelle et collective des richesses qu'une logique de préemption des richesses. Quand vous êtes dans la préemption des richesses, que ce soit l'acteur individuel, l'entrepreneur qui préempte une richesse qui n'est pas la sienne dans le cadre des impôts non payés, etc., ou que ce soit l'administration qui préempte indûment la richesse créée par d'autres pour l'utilisation, quelle qu'elle soit aussi, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice là qui, à long terme, fait bouillir, pas la marmite qui fait cuire des aliments, mais la marmite qui peut exploser. Docteur René Tedem, voilà pour notre troisième arrêt de cette édition de Stratégie qui a donc fait un zoom sur les nouveautés au plan fiscal du budget 2018 au Cameroun. Et ce qui ressort globalement d'abord, c'est la pression fiscale. Vous l'avez dit, elle reste faible et à côté on voit un gouvernement qui au fil des années reste dans son option. Il élargit peu.
il augmente la pression fiscale, c'est bien ce que vous essayez d'expliquer tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui explique, ou alors comment inverser la tendance? Peut-être faut proposer des solutions. Oui, on va proposer, il élargit peu, c'est-à-dire que finalement, c'est les mêmes qui payent et ils ont l'impression qu'ils ont... Ils subissent tout le poids de la société. Le poids de la société, alors qu'en élargissant, on pourrait même alléger le poids de la fiscalité sur un certain nombre d'opérateurs économiques. C'est vrai qu'il y a des avantages fiscaux qui sont offerts. Quand vous créez une société au Cameroun, vous avez, n'est-ce pas, une pause fiscale de 1 à 2 ans avant de commencer à payer votre patente. Et il y a une loi d'incitation à l'investissement qui a été promulguée en 2013 qui a des incitations fiscales très importantes, il faut le dire. Alors, cela dit, le taux de pression fiscale encore faible, je l'ai dit, c'est de 16%, alors qu'on a un potentiel qui va jusqu'à 22%. Je dois profiter pour dire que l'incivisme fiscal, ou bien la fraude fiscale, est autant dommageable pour notre économie que la corruption. Il faut bien qu'on comprenne. Parce que la loi de finances, c'est une loi qui arrête, qui autorise l'État de collecter et de dépenser. Donc, quand on parle de corruption, généralement, c'est du côté de la dépense. Et c'est les agents de l'administration publique qu'on voit le plus, puisque c'est eux qui gèrent le budget, c'est eux qui engagent l'État au plan budgétaire. Alors que ceux-là qui font l'évasion fiscale, qui font la fraude fiscale, violent la même loi de finances que ceux qui, n'est-ce pas, détournent au plan des dépenses. Pénalisent tout autant l'économie que ceux qui sont... qui participent à la corruption. Donc il faut bien qu'on le comprenne. Quand vous ne payez pas vos impôts, quand vous faites de l'évasion fiscale, vous payez mal vos impôts, vous êtes en train de causer le même tort à l'État et à l'économie camerounaise que celui qui détourne les fonds publics. Ça, il faut le comprendre. Parce que c'est prévu par la même loi. Vous violez la même loi. Les dépenses, les finances publiques, c'est les recettes et les dépenses. Mais alors, docteur Arélie Tedem, si nous sommes tous responsables, je n'ose pas dire tous coupables, mais tous responsables, comment nous sortons de cet engrenage? Visiblement, c'en est un. Oui, il faut déjà commencer par cette éducation citoyenne. Il faut que les gens savent qu'ils doivent payer leurs impôts, que c'est un devoir citoyen que de payer ses impôts. Et il faut maintenant qu'on sache qu'en face, le collecteur d'impôts se comporte aussi en citoyen qui ne favorise pas lui-même la fraude fiscale et qui ne favorise pas l'évasion fiscale. Cela dit, c'est un problème qui va au-delà d'un seul pays. Il y a un problème de coopération internationale au plan de la fiscalité. Tant que les États se feront la concurrence au plan fiscal, les États perdront des ressources fiscales et tous les États en perdent, n'est-ce pas, à la faveur des paradis fiscaux. Parce que quand vous entendez parler des paradis fiscaux, c'est le fruit de cette compétition que les États se font au niveau de la fiscalité. Donc il faut renforcer la coopération au niveau international en matière de fiscalité pour sauver les États, pour protéger les États, pour permettre aux États d'avoir plus de ressources pour financer leur budget. Cela, c'est une solution, c'est une des solutions. Ça, c'est au plan international. Maintenant, au plan national, il faut améliorer la gouvernance, n'est-ce pas, dans les administrations fiscales et douanières. Et il faut, comme je l'ai dit, que l'administration fiscale apprécie sa performance à l'aune de l'élargissement de l'assiette fiscale. Qu'elle nous dise que nous avons porté cette année le taux de pression fiscale de 16 à 18% par exemple. Et cela parlait précédemment de la transparence aussi. La transparence. Et qu'on nous dise ce qu'on a dépensé pour collecter les recettes fiscales au Cameroun. Parce qu'ailleurs, ça se fait. La dépense fiscale ne doit pas être gardée comme un secret. Ça doit être divulgué. Ça doit faire partie, n'est-ce pas, des informations qui participent de la transparence de l'information financière. Merci, Dr Arélie Tedem, pour toutes ces explications. Nous n'avons pas terminé avec la loi de finances 2018. Cette fois-ci, nous marquons un arrêt pour voir comment le climat des affaires reste une préoccupation du gouvernement qui entend toujours maintenir de bonnes relations avec les opérateurs privés, mais surtout les encourager pour mettre en place des projets qui bénéficient à leur population. Voici une plongée au cœur de Africure, une entreprise basée à Douala et qui a gagné en confiance grâce notamment au soutien que lui apporte le gouvernement dans son implémentation et ses réalisations. Reportage au cœur de cette usine de fabrication de médicaments génériques avec Jean-Vincent Tienéum et Brice Fotso.
À l'entrée est de la ville de Douala se trouve désormais une usine de fabrication de médicaments génériques. Inaugurée il y a seulement quelques semaines, elle est emblématique des leviers sur lesquels s'appuie la politique budgétaire de l'État et qui porte notamment sur la modernisation de l'appareil de production, la promotion des industries, l'amélioration du climat des affaires et l'accès au financement. C'est une usine aux installations à la pointe de la technologie avec des équipements et la technologie d'Africure Pharmaceuticals, une société indienne. Que cache le nom Africure, sachant que to cure en anglais veut dire soigner. On veut soigner l'Afrique à travers la fabrication de médicaments sur le continent. Africure est une société qui est basée en Inde et qui a décidé, avec des partenaires africains, de construire ce qu'on appelle des facilités pour fabriquer localement. C'est ainsi qu'ils se sont installés au Mozambique, au Soudan, en Namibie, au Botswana. Et la décision de s'implanter en Afrique francophone a été prise en 2012, après un voyage que j'avais fait en Inde en 2010. Donc en 2012, il a été question de créer une entité en Afrique francophone, et c'est le Cameroun qui a été choisi parce que depuis quelques années auparavant déjà, nous avions mis en place un partenariat dans la distribution de médicaments. Pourquoi est-il si important de fabriquer localement nos médicaments? Pour le docteur Hiag Prosper, pharmacien, le promoteur camerounais de Africure, il est capital de maîtriser notre approvisionnement, assuré actuellement à 98% par les importations. Nous devrions pourtant avoir tiré les leçons de la dévaluation de 1994. Au lendemain de la dévaluation du franc CFA, tous les importateurs ont décidé d'arrêter de commercialiser leurs produits en attendant le changement des prix, de la formule des prix, puisqu'il y avait eu un changement de la parité. Et ceci a duré 3 semaines. Pendant 3 semaines, les pharmacies se sont dépouillées de tout ce qu'elles avaient. Quand cela a repris, quand l'approvisionnement a repris, les médicaments avaient doublé, parce que la nouvelle formule faisait passer le produit à 1,64 de ce qu'il était avant. Alors, donc, vous vous mettez en danger. Parce que quand vous avez une production locale, vous ne pouvez pas arrêter de commercialiser. Vous avez stocké votre matière première, vous avez stocké vos articles de conditionnement, vous en avez suffisamment pour produire tranquillement. Produire localement, certes, mais en garantissant la qualité des produits. Nous voulons cultiver un label de qualité, et nous avons demandé des audits. Un au laboratoire national de contrôle, qui est passé voir ce qui se passait. Ici, nous avons également demandé, pour obtenir notre agrément, au ministère de la Santé de venir voir dans quelles conditions nous allions fabriquer. Toutes ces autorisations nous ont été accordées sur la base, évidemment, d'un cahier de charges, d'un certain nombre de requirements, comme on dit en anglais, qui permettent de dire, écoutez, ici, on fabriquera de la qualité. Mais je peux vous garantir une chose, tous les produits qui sortiront d'Africure seront des produits de qualité. Et ce seront des produits accessibles. Interrompons un instant cet échange avec le docteur Hiag pour visiter l'usine, qui comprend 3 bâtiments, dont 2 où sont produits les médicaments. Tout commence ici avec les matières premières qui sont d'abord analysées et approuvées par le contrôle qualité avant toute utilisation. Elles sont pesées, suivant un ordre de fabrication et transférées en production. Première étape, la granulation, c'est-à-dire la transformation des différentes matières en granulés. Production, 1 tonne par quart d'heure de travail. Deuxième étape, la compression,
qui consiste à transformer les granulés en comprimés grâce à 2 machines rotatives, dont la capacité est de 1 600 000 comprimés par quart d'heure de travail. On comprend qu'avec ce rythme, Africure a déjà mis sur le marché 12 à 15 références commercialisées par les pharmacies. D'ici 2 ans, ces références vont être portées à une 60aine. Et ensuite, Africure produira les antirétroviraux contre le VIH pour soutenir la politique des soins du gouvernement. La capacité installée aujourd'hui, c'est que nous pouvons fabriquer 1 milliard de formes sèches, comprimées, gélules et sirops secs. Mais nous n'atteindrons cette capacité optimale que si, évidemment, l'usine est complètement fonctionnelle, si les besoins, si la demande suit. La demande, c'est quoi? C'est le secteur privé, c'est le secteur public. Ce sont les centrales d'achat, ce sont également les grossistes, les répartiteurs. Si tout cela est mis en musique, nous pensons que dans les 3 ans, nous atteindrons la capacité maximale d'Africure au Cameroun. On trouve déjà vos produits en pharmacie. Est-ce qu'il y a de l'engouement pour ces produits? Oui, il y a un intérêt pour nos produits. Il y a un intérêt pour nos produits. Nos produits sont bien présentés, ce sont des produits de qualité, ce sont des produits qui étaient connus sous un autre label. Et ce que nous faisons ici plaît. Et vous avez vu, à l'inauguration, vous avez vu le nombre de pharmaciens qui étaient présents. Mais également des représentants des grandes structures sanitaires, des hôpitaux et tout, étaient là. Et ils ont visité et ils ont apprécié. Et nous souhaitons que tous les acteurs du secteur viennent découvrir ce que nous faisons à Yassa. Et parce que cette unité industrielle appartient à notre pays, elle appartient au Cameroun. Retour à l'usine pour retrouver l'étape de l'enrobage. Un enduit est apposé sur les comprimés afin de les protéger de l'effet de l'environnement, protéger l'estomac et améliorer les goûts à la prise du médicament. Et nous arrivons à la dernière étape, celle du conditionnement, la mise sous emballage des produits pour la consommation. L'usine a nécessité un investissement de 5 milliards de francs CFA, dont 15% à la charge du promoteur camerounais, le docteur Hiag. Le capital est détenu aujourd'hui à 85% à peu près par Africure, 15% par mois. Mais l'option, ça c'était pour le démarrage. L'idée c'était progressivement, une fois qu'on a fini l'investissement qui permet le démarrage, on va ouvrir progressivement le capital aux nationaux, notamment aux pharmaciens qui le souhaitent, qui l'ont demandé, et qui seront intégrés dans le capital progressivement jusqu'à un niveau tout à fait acceptable et raisonnable pour permettre une meilleure intégration du projet, parce qu'il faudrait qu'il y ait une adhésion. L'adhésion on l'obtiendra qu'en intégrant évidemment progressivement d'autres actionnaires et en ouvrant le capital. Le projet Africure Pharmaceutical Cameroun est le fruit d'un soutien indéniable de l'État du Cameroun, sans qui il n'aura certainement pas été mené à bien. Il est historiquement le premier projet à avoir bénéficié, dès 2014, de l'agrément au régime des incitations à l'investissement privé prévu par la loi éponyme de 2013. Comme tout pionnier, il a subi de nombreuses difficultés. Contraintes administratives qui ont rallongé les délais, lourdes procédures de dédouanement malgré la loi, coût élevé de l'énergie, difficulté à trouver de la matière première localement. Comme quoi, il faut créer un écosystème pour favoriser l'éclosion d'un tel projet. Il y a une mesure et il faut tout faire pour que la mesure soit appliquée. Créer les conditions pour que les mesures soient appliquées. Et je souhaite vraiment que ce soit ainsi, aussi bien pour nous que pour tous ceux qui investiront dans ce pays. Nous avons une loi, mais créons les conditions pour une meilleure application, une bonne application de cette loi qui va permettre à des investisseurs
de rejoindre notre pays et de lui faire confiance. Produire des médicaments respectant les normes de qualité, sûreté et efficacité à toutes les couches de la population et à coût abordable restent les objectifs intangibles de AfriCure. Dans mon secteur, j'ai toujours pensé qu'il fallait fabriquer localement. Cela fait 33 ans que je suis rentré au Cameroun. Je n'ai pas fait d'officine, j'ai fait de la distribution et de l'industrie, avec la conviction qu'il fallait que nous ayons une industrie locale. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure les problèmes liés à la sécurité, mais aussi parce que demain nous aurons la couverture santé universelle. Vous pensez qu'on devra collecter cette épargne pour la faire repartir entièrement à l'extérieur? Non. Il faut qu'une partie de cette épargne collectée, le ministre Mamafouda parle de 1300 milliards collectés pour la couverture santé universelle. Il faut qu'il y en ait une partie qui reste au pays, qui crée des emplois et qui permette à nos jeunes de s'habituer à la technologie, à une technologie de pointe qui permet de faire des produits de qualité. Notre modèle doit être celui de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui sont entre 60 et 80% selon les pays en proportion de production nationale par rapport à la consommation globale. AfriCure souhaite continuer à bénéficier du soutien du gouvernement de la République, la préférence nationale par exemple, pour lui permettre de remplir ses engagements, créer du travail décent, produire des médicaments de qualité qui soient à la portée d'un grand nombre de Camerounais. Ça veut dire que si nous faisons du paracétamol, nous en ferons suffisamment. Est-il nécessaire de continuer à importer des tonnes de paracétamol qui viennent de je ne sais pas où, dont on n'est pas sûr de la qualité, alors que la qualité est vérifiable ici à Yassa, à quelques heures de Yaoundé, à tout moment. Donc, faisons confiance donc, à l'industrie locale, soutenons-la, protégeons-la pour qu'elle puisse être viable, pour qu'elle puisse être rentable et qu'elle soit au service de nos populations. Docteur Rémi Tedem, voilà pour une entreprise, précisément une usine qui bénéficie de l'accompagnement du gouvernement. D'ailleurs, entreprise inaugurée, je pense, par le chef du gouvernement lui-même, qui vient donc donner son onction pour que ce projet porté par un compatriote connaisse de beaux jours. On l'a vu dans le reportage, l'entreprise gagne en confiance, se projette déjà, mais on a également dans le rétroviseur des entreprises qui se sont installées de cette façon-là, mais qui paradoxalement n'ont pas connu le même succès, en tout cas le succès que nous souhaitons à AfriCure par exemple. Qu'est-ce que le gouvernement doit continuer à faire pour encadrer ces opérateurs privés au-delà de ce type d'appui qui est donné pour leur mise en route? Oui, le gouvernement doit continuer à encadrer ce qu'on appelle les grands champions. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la voie de demain, c'est la voie du futur. Et s'il faut apprécier un ministre, on a vu un ministre, le ministre Moutazé, on l'a vu à l'œuvre. On a vu le gouvernement, n'est-ce pas, aller dans le sens, n'est-ce pas, d'encourager les grands champions, parce que un pays ne peut pas véritablement se développer sans ces grands champions. Et ces champions ne peuvent pas véritablement s'en sortir s'ils n'ont pas l'appui de l'État. C'est très important. Donc c'est une initiative à encourager. Et le partenariat public-privé en général doit servir, n'est-ce pas, de levier pour le développement du Cameroun. Et beaucoup de projets qu'on réalise aujourd'hui auraient pu être réalisés plus efficacement dans le cadre des partenariats publics-privés, dans ce qu'on appelle le modèle BOT, Build, Operate and Transfer. Et j'ai des chances, j'ai des raisons de penser que la visite du chef de l'État en Chine va inaugurer, n'est-ce pas, l'utilisation de ce modèle au Cameroun. Et j'ai failli dire une nouvelle ère. Oui, oui, une nouvelle ère. Et je crois qu'on verra de plus en plus de projets réalisés avec des promoteurs chinois sur la base du modèle BOT. Et cela, Build, Operate and Transfer, on construit, on exploite et on transfère à l'État. On pourrait le faire pour l'autoroute, on pourrait le faire pour les ponts,
on pourrait faire pour un certain nombre de choses, de projets. Cela, c'est la voie la plus indiquée. Elle est plus efficace. Elle permet d'avoir en un temps relativement court des infrastructures, des infrastructures structurantes pour former la base suffisante pour la compétitivité d'une économie. Donc c'est la voie à suivre. Le gouvernement est engagé sur cette voie. On ne peut que l'encourager de continuer à aller dans cette voie et justement de porter ces projets jusqu'au bout. Continuer à promouvoir ces grands champions jusqu'au bout. Et deuxième chose, certainement, ça fera l'objet, j'imagine, hein, j'ai des raisons de croire, la deuxième phase de la vision qui est déjà dans le pipe. L'émergence à l'horizon 2035. Oui, la deuxième phase de la vision 2035. Vous savez, on est en train de sortir de la première phase qui est celle de 2010-2020. On prépare déjà la deuxième phase. Et là, il faudra non seulement faire la promotion des champions, il faudra aussi faire la promotion des valeurs, il faudra faire la valorisation des matières premières à travers la promotion des chaînes de valeur. Donc, il faudra aller à l'industrialisation. Et c'était bien là où je voulais vous amener, parce que le cas de notre reportage, Africure, n'a pas été choisi au hasard. La rédaction a bien voulu mettre en exergue une usine, parce que l'industrialisation, qui semble être le parent pauvre de l'économie nationale camerounaise jusqu'à présent, l'industrialisation est pourtant le pilier fondateur de notre émergence à l'horizon 2035, pour rester dans le cadre de cette vision-là. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que notre industrie se porte mieux? Ben oui, il faut travailler sur les chaînes de valeur. Il faut transporter, il faut transformer davantage les matières premières localement. Il faut mettre en place un cadre juridique, n'est-ce pas, qui promeuve la transformation des matières premières et qui limite l'exportation des matières premières. Par exemple, on pourrait tout simplement interdire l'exportation des bois sous forme de grumes, pourquoi pas, et exiger que la transformation soit faite sur place. Pourquoi pas, on peut faire appel à l'expertise italienne pour ce qui est la fabrication des meubles. Ils pourront venir fabriquer sur place des meubles et les vendre dans le marché européen et justement profiter de cette APE qui aujourd'hui pour nous, pour moi, constitue une menace et qui pourrait être transformée en opportunité si on s'en prend bien. Donc l'industrialisation sera une opportunité. Le gouvernement est déjà engagé dessus. Il faut continuer, comme je l'ai dit. C'est un défi que doit relever le nouveau ministre des Finances, enfin le nouveau ministre de l'économie, parce que celui qui était là était déjà assez bien lancé. Mais apparemment, le chef d'État a pensé qu'il serait mieux pour lui de l'avoir aux finances, peut-être pour assainir davantage la gestion des finances publiques et surtout pour porter la réforme des finances publiques qui me semble avoir piétiné depuis un certain temps. Mais le nouveau ministre de l'économie a des défis, continuer ce que l'autre a commencé et effectivement mener le Cameroun dans la deuxième phase de la vision qui justement qui va préparer cette émergence dont nous attendons tant. Avec pour socle l'industrialisation. Merci Dr Aline Théodème. Je rappelle à nos invités que nous arrivons bientôt au terme de ce magazine, mais nous n'avons pas tout compris avec vous car votre expertise en matière de gestion de finances publiques est étendue pour faire un lien avec l'extension ou l'élargissement de l'assiette fiscale. Dr Aline Théodème, quelques questions pour sortir. La Chambre des comptes fait des observations tous les ans, je voulais dire chaque année, sur la mauvaise gestion du budget, mais là on observe que rien ne change, visiblement. Chambre des comptes, observation pas prise en compte. Alors rien ne change, je ne dirais pas comme ça. Il y a quand même un changement, peut-être qui n'est pas à votre goût, qui n'est pas suffisant, on pourrait le dire, à votre goût. Je pourrais partager plutôt cela. On pourrait aller plus loin, plus vite et plus loin. Mais vous avez des raisons de croire que les lignes bougent. Les lignes bougent, mais on pourrait aller plus vite et plus loin. C'est justement, et je l'ai dit, c'est parce que cette Chambre n'a pas les possibilités d'engager les poursuites. Voyez-vous, son rapport doit être remis à qui de droit, qui est la seule personne autorisée à engager des poursuites contre ceux qui auraient pris des libertés avec la fortune publique. À la suite de la transformation de la Chambre des comptes en Cour des comptes, en application des directives de la CEMAC, on pourrait mettre en place une autre institution qui est déjà créée, qui a un cadre juridique déjà tracé, puisque le chef d'État a signé un décret il y a un certain nombre d'années, c'est la Caisse de dépôt et de consignation, qui, n'est-ce pas, a sa place
dans l'assainissement de la gestion des finances, à son rôle dans l'assainissement de la gestion des finances publiques au Cameroun. Et quand on voit le processus de mise en place des régions, quand on voit l'accélération de la décentralisation qui est un vœu du chef de l'État, qui est une volonté, même, une instruction, je crois qu'il faudrait ajouter à cela la mise en place de cette institution. Donc voilà pour le contrôle, pour l'assainissement de la gestion. Quid, autre question transversale, puisque nous sommes au terme de notre entretien, comment on sort de ce pouvoir central qui visiblement a de la peine à lâcher du lest? Qu'est-ce que vous suggérez comme piste, docteur Ariel Ntedem? Oui, quand vous dites sortie du pouvoir central, c'est très connu, c'est la décentralisation. Il faut donner plus de pouvoir à la périphérie. C'est déjà tracé, c'est déjà décidé, c'est encadré par la Constitution. Il est question de la mettre en œuvre. Quand on n'a pas mis en œuvre, peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne pour répondre à la question, mais est-ce qu'on ne sanctionne pas? Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour qu'on contraigne ceux qui doivent mettre en œuvre la décentralisation à le faire, au-delà des politiques? Malheureusement, c'est un problème de volonté politique qui est déjà exprimé. C'est vrai que ça a pris un certain temps, mais on constate qu'il y a une accélération ces dernières années. Elle est en tout cas prescrite. Elle est prescrite, donc on ne paye rien à attendre et je crois qu'elle est imminente et elle sera parachevée, comme tout le monde le sait, par la mise en place des régions. Docteur Ariel Ntedem, je ne voulais pas sortir de cette édition de stratégie consacrée à la loi de finances 2018 sans vous laisser comprendre, mesdames, messieurs, que c'est justement là un des leviers consubstantiels à l'existence de l'État du Cameroun. Il faudra donc procéder à une gestion rationnelle du budget, désormais en exécution, prescription du chef de l'État, mais surtout nous éloigner tous de la corruption et de l'incivisme fiscal. Merci. Docteur Ariel Ntedem, vous êtes enseignant-chercheur dans plusieurs universités, notamment l'Université de Yaoundé 2, ici au Cameroun, ici à Yaoundé, et votre expertise en matière de gestion, d'ingénierie et de stratégie fiscale est bien connue jusqu'à l'international. Vous étiez notre invité de stratégie ce soir. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, à vous qui nous avez suivis ce soir, merci d'avoir regardé. Le contenu rédactionnel a été apprêté par Jean-Vincent Tchénéum. Alain Fongué a conduit l'équipe technique et réalisation ici sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour votre nouvelle édition de Stratégie. Bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Carrière vous présente la première édition des ateliers de carrière. Vous êtes à la recherche des modèles de réussite, vous désirez rencontrer des managers exceptionnels, vous souhaitez mieux construire votre carrière. Rendez-vous ce 21 avril de 8h30 au siège du JICAM à Douala. Les ateliers de carrière, une plateforme de rencontres inspirantes. Carrière, vous aider à mieux construire la vôtre. Les ateliers de carrière vous sont offerts par Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.